Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui en sixième, notre étude va porter sur l'organisation des littoraux touristiques. On a vu dans la dernière vidéo les littoraux industriels et aujourd'hui on va étudier une autre mise en place d'aménagement du territoire. Cet aménagement du territoire, il a lieu aussi pas uniquement pour des activités industrielles forcément, mais pour des activités qui sont économiques et aussi de l'habitation. L'activité économique qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le tourisme. Alors ce tourisme, il a énormément de difficultés actuellement. Actuellement, pourquoi? À cause de la pandémie de Covid-19. Ce tourisme, c'est l'antithèse de la séparation des êtres sur de grandes distances. Donc c'est l'antithèse des mesures de séparation sociale, de distanciation. Et on le verra aujourd'hui, notamment le tourisme dit balnéaire. Donc balnéaire, c'est quand vous avez affaire à du tourisme dans des stations estivales autour de la mer, donc balnéaire. Et ce tourisme balnéaire-là, il amène à des concentrations de population très importantes, notamment sur les plages, qui actuellement, vous le savez, posent problème. Et un deuxième problème, c'est que c'est une activité économique extrêmement importante pour toutes les régions où il y en a du tourisme balnéaire. On va donc l'étudier ensemble avec trois endroits. On va l'étudier à travers l'exemple de Rimini, une plage d'Italie, dont vous pouvez déjà voir sur l'image que je vous montre qu'elle est surpeuplée en été. On va le voir à travers l'exemple d'une marina de tourisme qui n'est pas un tourisme de masse. Vous allez voir qu'il s'adresse à une clientèle, celui-là plutôt aisée. On parle de tourisme élitiste. Donc la marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet sur la Côte d'Azur en France. Et on s'intéressera à une station touristique espagnole, Benidorm, qui a été extrêmement transformée dans son paysage par le tourisme de masse et l'arrivée énorme d'un flux de tourisme, notamment tous les étés. Ce qui nous permettra à la fin de notre étude de faire ensemble le croquis d'une station balnéaire et de voir à quoi ressemble ce type d'aménagement du territoire. Puisque notre but, c'est bien de voir comment l'homme transforme son paysage. C'est le grand 1 de cette étude-là. Il transforme le paysage, notamment du littoral, donc des côtes, jusqu'à beaucoup le dégrader. Donc comment on va dégrader un paysage, et en tout cas comment on va le transformer dans le cadre des littoraux touristiques autour de la Méditerranée, c'est notre sujet du jour. Alors première chose, les aménagements touristiques en Méditerranée, ils sont concentrés autour de ce qu'on appelle des stations balnéaires qui vont transformer les paysages littoraux. Pourquoi elles sont importantes? Là, on va regarder ensemble un site gouvernemental qui nous explique toutes les transformations que subissent les littoraux touristiques. Donc c'est la Direction générale des entreprises. Et voilà le petit texte sur le tourisme littéral. Donc c'est ce premier point-là que nous allons ensemble étudier, donc toute cette partie-là du texte, pour essayer de comprendre en quoi ces littoraux touristiques sont importants, sont un pan important même économiquement et pour l'emploi. Vous verrez dans ce texte la mention de TPE. TPE, vous pouvez remplacer ça par emploi. Un TPE, c'est un temps complet, en fait, un emploi à temps complet. Donc si on fait le compte, regardez bien, notre première partie sur le tourisme littoral, je peux encore vous le mettre en un petit peu plus grand d'ailleurs. Voilà, là vous avez tout. Donc tout ce qui est autour du tourisme littoral. Donc c'est ce que nous allons maintenant étudier. Lisez bien ce texte et on se retrouve juste après. Ça va, vous avez mis pause, vous avez lu? Alors, le tourisme littoral, comment il se met en place et à quoi il sert? Donc première question que je vais vous poser, c'est prouvez-moi que le tourisme littoral a un rôle économique important au niveau donc de l'économie et de la création de richesses en France. Alors vous avez vu, il y a dans ce tourisme littoral la première destination touristique qui a un rôle très important pour la création d'emplois. Donc en 2017, 38,5% de l'ensemble des nuitées, c'est-à-dire des nuits passées dans un hôtel, dans une résidence secondaire ou dans une résidence de vacances, et 22,2% des voyages, c'est-à-dire un voyage sur 5, se sont passés dans des stations littorales. Au total, c'est 250 000 ETP, comme on a dit avant, 250 000 emplois, si vous voulez. Les 2 tiers dans l'hôtellerie et la restauration, et 2800 pour ce qu'on appelle la plaisance. La plaisance, c'est le fait d'avoir un bateau, mais d'avoir un bateau pour se divertir. Donc un port de plaisance, comme on le verra dans une marina, c'est un endroit où vous avez des bateaux qui sont en réalité uniquement là pour le plaisir, la plaisance de ceux qui les possèdent.
Donc, vous avez un rôle économique important avec la création de 250 000 emplois directs. Attention aux emplois indirects. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un centre de commerce, un centre commercial dans une zone touristique, ce centre commercial, en été, quand il y a beaucoup de tourisme, dans le tourisme balnéaire, va accueillir beaucoup de monde. Et donc, on va peut-être avoir besoin de plus de gens en caisse, etc., etc. Donc, on va avoir des emplois qui sont indirectement créés. Pensez pas juste que le tourisme, il a un lien avec les gens qui travaillent dans les hôtels et les gens qui travaillent dans les restaurants et les gens qui travaillent sur les plages. Les médecins, par exemple, vont avoir aussi plus de patients l'été. Les, euh, les policiers vont avoir plus de travail, etc., etc. Les vendeurs dans tous les types de magasins vont avoir plus de travail l'été. Donc ça va induire encore plus d'emplois qu'on appelle indirects que d'emplois directement touchés par le tourisme ou créés par l'activité touristique. Donc vous pouvez encore multiplier ce chiffre de 250 000 ETP par les emplois indirects qui sont créés par tout ça. Donc la première destination touristique, le tourisme littoral, c'est celui qui marche le mieux. Je vous rappelle qu'en France actuellement, il y a 5 semaines de congés payés. La plupart d'entre elles sont prises par les familles en été, puisque ça correspond aussi au moment où les enfants n'ont pas cours. Gros problème, donc, en cette année 2020, du tourisme, de tous les emplois qui pourraient avoir des conséquences économiques, donc cette non-présence de tourisme énorme, pendant notamment les 2 mois qui vont venir de juillet et d'août, et qui vont amener une crise touristique à la hauteur de la crise économique que nous sommes censés connaître dans les temps à venir. Alors, où va se passer majoritairement ce tourisme? C'est la deuxième question. Donc, on voit que le premier endroit de tourisme national, c'est le tourisme littoral. Alors, c'est où que ça se passe? Le premier, justement, paragraphe va vous le dire. Alors, c'est logique, c'est purement logique. Le tourisme littoral, ça se passe sur les côtes maritimes françaises. Donc, il y a 5500 km de côtes sur les 3 façades maritimes que la France compte. Au total, il y a 883 communes en bord de mer. Ça ne fait que 4% du territoire. Mais c'est quand même 36% des résidences secondaires, c'est-à-dire des maisons qui sont possédées et qui ne sont pas la résidence principale des gens. Et c'est 40% des lits touristiques, c'est-à-dire 40% des hôtels et des gîtes et des campings. C'est presque un hôtel, un gîte, un camping sur 2. Il y en a 60% qui sont ailleurs. Vous pouvez aussi avoir de la montagne, vous pouvez aussi avoir du tourisme vert, c'est-à-dire du tourisme de repos dans des zones qui sont plus calmes à la campagne, et puis du tourisme culturel, notamment dans les grands sites culturels et les grandes villes, notamment à Paris. Celui-là aussi va avoir énormément de difficultés à survivre au problème de distanciation sociale dû à la pandémie en cours. Donc en fait, vous voyez que vous avez une zone économiquement très importante, parce que touristiquement très importante, ce sont les littoraux français. Sur Google Earth, c'est clairement visible. Vous allez avoir 2 catégories de littoraux qui seront pratiquement les 2 seuls touchés par cette propension au tourisme. C'est notamment les littoraux les plus chauds en France. Donc vous avez 2 océans ou mers qui sont bordés par les littoraux, ou plutôt qui bordent les littoraux, j'aurais dû le dire comme ça. C'est évidemment la zone de la Méditerranée, donc le littoral méditerranéen, et également le littoral atlantique. C'est-à-dire les 2 zones que je vous ai surlignées ici en jaune. Donc ces 2 zones de littoraux-là, on va se demander comment elles peuvent accueillir nos touristes dans le cadre de l'aménagement de leur territoire. Alors pour ça, on va se rendre dans différents endroits. Alors ce n'est pas le cas qu'en France, évidemment. Notamment toute la zone méditerranéenne est extrêmement importante pour le tourisme, que ça soit en Espagne, que ça soit en Italie, sur la côte ici de la Grèce, mais aussi en France, en Corse, en Italie, en Sardaigne, ainsi qu'en Sicile.
Donc tous ces littoraux-là, méditerranéens, on peut rajouter donc en vert aussi forcément le littoral français, sont particulièrement importants parce que la mer Méditerranée étant une mer qui est plus protégée, notamment des vagues, puisque moins profonde, et aussi plus chaude, puisque moins profonde que l'océan Atlantique, on le voit bien dans la différence de couleur qu'il y a là, vous allez avoir des plages qui sont avec des mers plus chaudes, avec moins de vagues, avec un climat méditerranéen du sud qui est lui-même le climat le plus chaud. Et vous allez donc avoir une zone qui a beaucoup d'attrait touristique actuellement. Donc une zone qui va beaucoup dépendre du tourisme. Alors, à quoi ça ressemble finalement ces endroits touristiques? Partons maintenant un peu hors de France, en Italie par exemple à Rimini, pour le voir. Donc essayons de comprendre l'organisation du territoire dans la ville de Rimini pour voir comment s'organise un lieu de tourisme balnéaire. Alors c'est très très clair sur cette image, regardez-la bien. Il y a une zone qui est plus habitée que le reste, il y a une zone qui est plus construite. Dès que l'on s'éloigne de quelque chose, on construit moins, c'est visible, on retourne sur des champs. Vous avez vu, dès qu'on s'éloigne de la mer, dès qu'on s'éloigne de la plage, il y a moins de gens. À Rimini, on a la grande chance d'avoir des plages qui sont extrêmement droites. Ici, on les voit bien. Et ces plages de sable, regardons autour d'elles comment on construit. Donc voilà à quoi ressemble le bord de mer à Rimini si on se place dans la vue 3D. Il faut simplement attendre qu'elle se mette en route. Alors c'est clair et net, vous avez différents types de bâtiments. Il y a, le long de la plage, un certain type de bâtiment qui est dans une zone qu'on appelle le front de mer. Le front de mer, c'est vraiment le bord de plage. À votre avis, à quoi correspondent ces bâtiments qui sont sur le front de mer, c'est-à-dire sur le bord de la plage? Regardez, je vous avance un peu pour vous les montrer. Que doivent être tous ces bâtiments? Pas compliqué, des hôtels, évidemment. Donc, en bord de mer, vous retrouvez au front de mer des hôtels hauts. Pourquoi? Pour avoir beaucoup de chambres et pour proposer le plus possible de chambres avec vue sur mer. Ça transforme énormément le paysage de ces zones. Ces zones vont donc être clairement transformées par une activité principale, le tourisme et le tourisme balnéaire, c'est-à-dire la présence des vacanciers sur les plages, qui est l'attrait principal de toute cette zone du bord de mer. Donc, comme on l'a marqué sur notre cours, qu'on peut voir là, et que je vous mets évidemment dans le Google Drive, les stations balnéaires concentrent les aménagements touristiques et transforment les paysages littoraux. Elles les transforment avec la présence d'hôtels et de locations, également de camping avec de nombreux services urbains. Donc ce sont des zones résidentielles. C'est clairement visible sur l'image que vous avez ici de Rimini qu'on va maintenant étudier. Donc je vous la mets en plus grand et on l'étudie ensemble. Donc cette image de Rimini, elle nous montre clairement à quoi ressemble une zone balnéaire estivale l'été et les problèmes que ça va poser pour la distanciation sociale. Alors regardez bien, vous voyez une population qui est à différents endroits sur la plage. Donc vous avez ici la plage qui est divisée en 3 zones, très clairement visibles. Première zone, c'est-à-dire tout ce qui est, c'est même carrément rectiligne, tout ce qui est ici, vous avez la plage avec l'accès libre. Deuxième zone, vous avez une zone qui est plus organisée au niveau de la plage et qui est, elle, gérée à Rimini par les différents hôtels qui sont derrière, chaque hôtel ayant ses propres parasols et vendant ses propres places. Troisième zone, vous avez une zone organisationnelle sur la plage où vous allez avoir les cabines de plage, etc., etc. Elle aussi gérée par les hôtels et par ce qu'on appelle des plagistes à la plage. Donc les plagistes, c'est ceux qui possèdent une étendue de plage. En France, vous avez l'obligation d'avoir des plages publiques à certains endroits qui vont donc être gérées directement par les autorités municipales et qui vont être en accès libre. Et vous avez la possibilité d'avoir aussi des plagistes qui vont avoir des zones sur la plage qu'ils vont gérer eux-mêmes, que ce soit des zones qui leur appartiennent ou des zones qui appartiennent aux hôtels qui sont derrière. Derrière, justement, vous avez une zone de transport, en l'occurrence une route,
Et notre dernière zone qui correspond à l'arrière de notre image. Donc en arrière-plan, vous voyez bien que vous avez la zone d'hôtel de ce qu'on appelle le front de mer. Donc vous avez une organisation en Rimini qui est rectiligne, basée sur différentes strates en fonction de la plage qui va avoir différentes zones. Il y a un zonage qui est très précis. Donc ce zonage-là nous prouve que toute l'organisation du territoire est axée autour de l'utilité en termes d'aménagement urbain économique, basé sur un moment économique particulier, c'est le tourisme. Donc, ce tourisme balnéaire-là va aussi avoir d'autres mises en forme de territoire, d'autres aménagements qui vont être faits par les municipalités, les acteurs locaux et puis aussi les acteurs privés, c'est-à-dire par exemple les hôteliers eux-mêmes. Pour ça, on va dans un deuxième endroit, à Villeneuve-Loubet, voir la marina Baie des Anges et voir exactement ce que c'est qu'une marina. Alors, je nous la place dans le contexte global de Google Earth, où se trouve notre fameux Villeneuve-Loubet. Donc cette fois-ci, on quitte l'Italie, on retourne en France. Et à Villeneuve-Loubet, vous allez voir, la marina, elle est très clairement visible. Donc là aussi, dans la vue en 2D de la zone, vous vous rendez compte d'une chose très claire. Nous sommes juste à côté de Nice. Tout ce qui est ici en rouge est la commune de Villeneuve-Loubet. Dès que l'on s'éloigne de la mer, vous avez le retour de zones qui sont moins aménagées, c'est-à-dire des zones notamment naturelles, avec des forêts. Près de la mer, la zone est complètement, on peut dire, bétonisée. Bétonisée, c'est-à-dire qu'on va y retrouver des bâtiments en béton, ce qui peut parfois poser de réels problèmes. La marina Baie des Anges est ici. Alors regardons en 3D ce que ça donne. Alors clairement visible à Villeneuve-Loubet. Nous y voilà. Donc vous avez ici un aménagement qui a été fait relativement récemment, qui est autour d'un point précis et d'une utilité et d'une occupation précise. Alors qu'y a-t-il au centre de notre zone de la marina Baie des Anges? Eh ben, vous l'avez vu, il y a un port. Quel type de port? Un de nos fameux ports de plaisance. Les bateaux qui sont ici sont des bateaux qui appartiennent à des personnes privées, qu'on appelle des plaisanciers, assez riches pour posséder un bateau. Ça veut dire que tout ce complexe n'est pas du tourisme de masse, mais du tourisme destiné à des personnes plutôt aisées. C'est aussi pour ça que vous retrouvez une architecture aussi novatrice, puisque chacun des emplacements hôteliers et des résidences secondaires que vous avez ici est cher. Alors, quel est le but premier de toute cette organisation de l'espace? Regardez bien comment se sont mis en place toutes ces résidences hôtelières et résidences secondaires. Il y a un but précis pour chacun de ceux qui habitent là ou qui résident là. Vous avez trouvé? Toutes les résidences qui sont situées de ce côté-là doivent avoir la possibilité d'avoir vue sur mer. Ici, là, là et là. Quand on est de ce côté, on voit la mer. C'est extrêmement important. Ça veut dire aussi que, comme c'est les résidences, les chambres qui sont les plus courues, c'est celles qu'il faut forcément avoir. Alors, il y a d'autres choses qui vous prouvent qu'on a vraiment mis en place un complexe hôtelier élitiste. Il y a différents ingrédients que l'on propose aux gens qui y résident et qui ont acheté là des résidences secondaires. Par exemple, regardez, des piscines extérieures. Également un grand parc interne et la possibilité d'aller directement à la marina qui est juste à côté des résidences pour pouvoir immédiatement prendre son bateau. Sur une image, ça donne ceci. On voit bien qu'on peut zoner tout cet espace comme on va le faire ensemble avec les différentes lettres qu'il y a ici. Alors, zonons ensemble l'espace de la marina Baie des Anges. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve aux différentes lettres ici qui correspondent à différents items sur l'image? Regardez bien. On corrige? Alors, première chose, vous retrouvez, en commençant par le A, effectivement, un port de plaisance. Donc, le point A correspond à un port de plaisance.
c'est trop grand. On va zoomer un petit peu. On va quitter pointeau fixe pour pouvoir zoomer. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Et je nous mets juste... Ah, vous l'avez évidemment sur la feuille que je vous ai mis dans le Google Drive. J'aurais pu penser à zoomer dès le départ. Voilà qui est bien mieux. Allons-y. Donc, notre port de plaisance. Le B, il s'agit des résidences secondaires et hôtels. Appelons-les résidences pour simplifier. Le point C, comme vous l'avez vu, c'est le parc, qui correspond justement aux résidences hôtelières qui sont là. Le point D, il s'agit de la jetée et du quai, pour protéger le port, notamment des vagues. Le E, eh bien c'est la plage, elle est juste à côté. Le F, à l'arrière-plan, vous avez des montagnes. Et ce fameux G, que l'on va regarder maintenant plus en détail, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il s'agit d'un hippodrome. C'est un endroit où il y a des courses de chevaux. Donc vous voyez qu'à côté justement de cet hôtel, on a cet hippodrome, c'est pas pour rien en réalité. Cette marina, cette résidence bénéficie de la présence de cet hippodrome qui est un argument pour faire venir cette population plutôt aisée qui va pouvoir parier sur les courses hippiques par exemple. Et près de Nice, vous allez aussi avoir tout ce qui est casino, etc., etc. Donc vous avez là une zone qui a un but, faire venir des touristes, mais pas n'importe lesquels, des touristes aisés. On ne va pas essayer ici de développer l'économie et l'activité en faisant venir le plus de monde possible, mais des gens qui vont avoir les moyens de dépenser beaucoup, chacun individuellement. Pour ça, on va leur proposer des résidences de haut de gamme et énormément autour d'aménagements du territoire qui au départ ont été coûteux, qui ont amené à de la fabrication d'architecture particulière, à la mise en place d'un port de plaisance au centre. Ce type de zone-là, c'est ça qu'on appelle des marinas. Ce n'est pas à destination d'un tourisme de masse pour tout le monde, mais on fait venir une petite quantité de personnes qui dépensent beaucoup. À Benidorm, vous allez voir, c'est l'inverse qui a été fait. On essaie de faire venir le plus de personnes possible, et ça s'appelle du tourisme de masse. Vous allez voir que les deux ont un impact différent sur le paysage. Mais là, ça se voit bien, l'homme transforme le paysage pour l'adapter à la fonction, en l'occurrence là, pas une fonction industrielle comme on l'avait vu pour les littoraux industriels, mais un paysage qui est tout autant transformé pour une fonction, cette fois-ci, touristique. C'est l'économie, justement, qui va transformer le paysage, faire transformer le paysage par l'homme. Donc, si on fait le compte, comme vous l'avez vu, une marina, c'est un ensemble de résidences touristiques construites autour d'un port de plaisance pour une clientèle aisée. Donc si on fait le compte de notre grand 1, pour l'instant on a vu les 3 premiers points, c'est-à-dire qu'on a bien des stations touristiques balnéaires qui se mettent en place autour des plages, avec un ensemble résidentiel qui se crée, des campings, des hôtels, des marinas, et des activités de loisirs pour faire venir les touristes, dont la principale est forcément la plage. Et pour faire venir les touristes, comme on l'a vu, comme on l'a dit, pour faire venir des touristes en masse, comme on doit avoir à Benidorm, comme on l'avait déjà vu à Rimini, il faut des axes de transport rapides. Alors ces axes de transport rapides, ça va être les autoroutes, des aéroports, des voies ferrées. Donc, pour bien desservir toutes ces zones, c'est clairement visible à Villeneuve-Loubet. Regardez, vous allez avoir le long ici de ces axes directement les autoroutes qui passent. Et quand l'État français a développé notamment dans le Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire autour notamment de la Méditerranée, dans les années 50 et 60, les activités touristiques, je vous mettrai le petit document vidéo aussi dans la description,
des stations balnéaires à destination du tourisme de masse. Il s'est empressé aussi de créer des autoroutes, dont la fameuse A7, l'autoroute du Soleil, qui est appelée comme ça parce qu'elle fait venir au soleil en Méditerranée une grande partie des populations, d'où les bouchons que vous avez notamment l'été autour du tunnel de Fourvière à Lyon, qui est lié à cette autoroute, et qui remplace la Nationale 7 qui existait auparavant, la nationale qui descendait justement par Lyon, justement vers le sud auparavant. Donc vous voyez que vous avez aussi une organisation des axes de transport et des moyens de transport dans le territoire pour faire venir facilement les touristes en masse dans ces zones touristiques. Donc le tourisme de masse transforme le territoire même bien plus loin que les simples endroits où il a lieu, puisque cet ensemble d'infrastructures, notamment de transport, qui permettent de faire venir les touristes dans ces lieux touristiques de tourisme de masse, est une transformation non négligeable du territoire. Donc vraiment, un territoire qui se transforme, jusqu'à parfois dégrader l'environnement et nuire à sa propre fonction touristique, puisque un environnement trop dégradé va être répulsif, va faire fuir les touristes. C'est ce qu'on va voir dans un troisième lieu, et là aussi vous aurez un long document que je vous mets en lien dans la description et que je vous conseille vraiment de voir, parce qu'il est très parlant, un document sur Benidorm, une station touristique cette fois-ci espagnole. Alors cette station touristique de Benidorm, qui est une de celles qui accueille le plus de touristes par an en Europe, la voilà. Alors là, vous voyez très facilement l'atout touristique principal de Benidorm, sur la fameuse Costa Blanca, la côte blanche en Espagne. Son atout, c'est ces deux fameuses plages extrêmement grandes, extrêmement rectilignes, très belles, sauf que il y a une problématique particulière qui a été créée à Benidorm et elle est très très facilement visible quand vous regardez cette image. Donc je nous passe ici à Benidorm. Voilà. Regardez la taille des bâtiments et des hôtels. Donc on va maintenant tourner et se placer au niveau de Benidorm. Voilà, de ce côté-là. Regardez la bétonisation qu'a subi cet endroit. À côté de la plage, vous n'avez plus rien de naturel. Vous avez une succession d'hôtels extrêmement hauts. Pourquoi aussi haut? On l'a dit avant, pour permettre d'avoir le plus de chambres possible avec vue sur mer, qui sont les chambres qui se vendent le mieux. Vous avez le front de mer ici, qui est totalement bétonisé, et derrière, en rangées, organisées par rapport au front de mer, des rangées et des rangées d'hôtels, les uns derrière les autres. Donc le paysage entier, on peut dire qu'il a été bétonisé à Benidorm. Donc vous êtes dans cet hôtel-là, vous ne voyez pas la mer à cause des hôtels qui sont devant, et vous n'avez absolument pas l'impression d'être au bord de mer. Vous avez une organisation qui est telle que dans n'importe quelle ville, qui serait loin des côtes. Le seul endroit un peu préservé de Benidorm, c'est ceci. L'ancien village de Benidorm, qui était l'ancien village de pêcheurs, qui existait jusque dans les années 50, sans rien autour, comme vous le verrez dans le document vidéo que je vous ai mis en lien. Et où les habitants essayent parfois, notamment les personnes âgées, de continuer à avoir une habitation privée. On le voit ici, vous n'avez pas des hôtels, mais des maisons individuelles, ce qui est devenu de plus en plus compliqué à conserver à Benidorm. Donc regardons une image de Benidorm en été. À quoi ça ressemble, Benidorm l'été? Ça ressemble à ça. Voilà. Donc adieu la distanciation sociale. À Benidorm l'été, donc c'est pour ça que ça va poser beaucoup de problèmes dans cette année 2020. Vous voyez les plages surpeuplées de Benidorm avec derrière des rangées ininterrompues d'hôtels extrêmement hauts et une dégradation très forte du paysage. On appelle ça la bétonisation de la côte. Alors comment faire pour éviter que la côte soit trop bétonisée? Il y a un seul moyen. Ce serait que les villes, que les pouvoirs publics fassent ceci. L'interdiction, par exemple, de faire plus que 4 ou 5 étages. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait à Benidorm? Eh bien parce que, économiquement parlant, quand on fait venir du tourisme de masse, c'est-à-dire
s'adresser à toute la population, il va falloir que chaque personne qui vienne ait un logement pas trop cher. Donc il faut en proposer beaucoup pour créer l'offre. Et il va falloir aussi que chacun de ces touristes venant, qui dépensera relativement peu parce qu'il n'aura peut-être pas des finances énormes, puisse, par la masse de touristes qui est là, avoir un ensemble global de dépenses qui est élevé. Vous avez deux choix. Soit vous faites des petits bâtiments, très beaux, très chers, à destination d'une clientèle aisée qui va dépenser beaucoup. Vous créez la masse par le fait que chaque client dépense beaucoup. Soit vous créez la masse financière par le fait de faire dépenser peu un grand nombre de clients. Donc le choix qui a été fait par les autorités là, espagnoles aussi, c'est de permettre d'avoir d'énormes, regardez celui-ci, d'énormes hôtels. Donc une verticalité très importante des bâtiments pour permettre de développer une masse touristique importante et faire venir économiquement beaucoup de touristes dans la même zone. Alors il ne va pas y avoir que des problématiques de destruction du paysage par les hôtels à Benidorm. Et vous le verrez très clairement dans la vidéo qui est en description. Il y a deux autres problématiques qui sont clairement visibles. L'eau. Tous ces gens qui sont là consomment de l'eau énormément. Et en été, ça veut dire que ces ressources dans des zones méditerranéennes qui sont souvent sécheresses l'été, en eau, vont être problématiques. Elles vont imposer un conflit d'usage entre ceci et une autre activité autour de Benidorm qu'on va maintenant étudier. Donc regardez, donc à Benidorm, autour de Benidorm, autre activité très visible sur l'image, très gourmand en eau, ici le golf. Regardez la différence de couleur. Ce ne sont pas des couleurs factices. Tout autour, vous avez des zones dont on voit qu'elles sont sèches, du vert foncé, du brun. Le golf, quant à lui, qui est ici, est en vert clair. Pourquoi ? Arrosage. Donc dans une zone qui a peu d'eau, on arrose énormément ces zones-là de golf. Et en plus, chaque touriste qui est là va, par exemple, consommer beaucoup d'eau, puisque vous allez avoir les piscines, vous allez avoir les douches que ces touristes vont prendre, parfois plusieurs par jour, etc. Et puis simplement l'eau qu'ils vont utiliser pour cuisiner, boire, etc. quand ils sont là, notamment en été. Donc vraiment un conflit d'usage pour l'eau dans une zone qui au départ est sèche. Et autour de Benidorm, dès qu'on s'éloigne un peu, eh bien on se retrouve dans des zones qui sont, elles, agricoles. C'est ce qu'on appelle la huerta autour, c'est-à-dire notamment des zones d'agrumes. Et ces zones qui fabriquent des agrumes, qui vont produire justement agricolement, visible ici par exemple. Donc vous avez des arbres qui sont en réalité des agrumes, ne vont pas avoir assez d'eau. Donc vous allez avoir un conflit d'usage entre l'usage agricole d'un côté et l'usage touristique de l'autre. Donc, une destruction du paysage par un aménagement trop important, ce qu'on appelle une dégradation des paysages. Donc si on le résume ici, vous voyez que la dégradation du paysage se fait d'abord dans le front de mer, comme on l'a dit, c'est-à-dire la ligne des constructions qui bordent la plage. On appelait ça la bétonisation, donc on peut dire que le front de mer est bétonné ou bétonisé, il est bouché par des logements qui barrent la vue. Vous avez aussi une augmentation de la pollution par rapport à l'environnement, comme on vient de le dire, et puis un conflit d'usage entre les activités touristiques et les autres activités, par exemple avec un manque d'eau douce. Les habitants et les agriculteurs sont rationnés en eau. Vous le voyez, même quand on a des activités qui sont des activités touristiques, elles transforment le paysage et les littoraux touristiques méditerranéens, notamment en France et dans tout le pourtour méditerranéen, sont transformés. Vous avez donc à la fois des avantages et des inconvénients à ce tourisme de masse que l'on va étudier maintenant avec 3 petits documents. Alors, comment a-t-on mis en place le tourisme, notamment sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire sur le pourtour méditerranéen français ? Vous avez 2 zones autour, le Languedoc-Roussillon à l'ouest, la Côte d'Azur à l'est, pour le pourtour méditerranéen français. La Côte d'Azur, comme ça vous l'avez marqué sur le texte, c'est de Toulon à Menton. Donc, regardez, quelle a été
la période où s'est développé le tourisme sur la Côte d'Azur. Comment a-t-on pu le développer? Il y a 2 étapes. Vous avez vu? Alors, première étape, le développement au 19e siècle du chemin de fer. Donc, vous allez avoir là les gens qui ont les moyens, les bourgeois aisés, qui vont pouvoir, sur la Côte d'Azur, construire des hôtels, des villas luxueuses. La noblesse, les fortunés, les artistes. C'est un tourisme qu'on peut appeler tourisme de luxe. Il est surtout là l'hiver. Ils quittent leur quartier dans les grandes villes l'hiver pour venir à un endroit où l'hiver est plus doux. Deuxième étape, vous l'avez vu aussi, donc c'est l'étape du tourisme de masse. Celui-ci, il est surtout l'été, estival. Et il se passe après 1945. Temps libre, donc augmentation des congés payés. Premier congé payé dans les années 1930 en France, en 1936, avec le Front populaire, premier gouvernement qui est de gauche et qui fait 2 semaines de congés payés pour l'ensemble des ouvriers et des populations. Vous avez un essor des transports qui se met en place également, le développement de la navigation de plaisance pour les aisés, et la mode du bronzage qui commence. Mode du bronzage qui a aussi un lien finalement avec le luxe et la richesse. Même les codes de beauté sont liés au luxe. Pourquoi? Par exemple, pendant le Moyen-Âge et le XIXe siècle, celui qui est beau, c'est celui qui est très blanc. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas à l'extérieur. Ce n'est pas un paysan. Au XXe siècle, celui qui est beau, c'est celui qui est bronzé. Pourquoi? Parce qu'il a le luxe et la possibilité financière de pouvoir aller en vacances quand les autres ne peuvent pas et sont à l'intérieur en train de travailler. Donc vous avez même les modes vestimentaires et même les modes liés à l'apparence, au corps, qui sont aussi liés à la répartition socio-économique des populations. Donc cette mode du bronzage, qui remplace la mode de la peau très blanche, on se fardait même en blanc, et ça voulait dire à l'époque, je ne suis pas paysan. Aujourd'hui, ça veut dire pas au travail. Donc vous voyez que on a ce développement-là qui aussi bénéficie finalement à ce tourisme de plaisance, à ce tourisme estival balnéaire, par justement le fait de pouvoir rentrer en disant « je suis bien bronzé ». Donc si vous faites le compte, à partir de 1945 se développe le tourisme de masse, notamment sur la Côte d'Azur, avec des inconvénients. Donc premier texte qui va nous montrer les inconvénients du tourisme de masse. Regardez. Donc dites-moi bien quels sont les problèmes qui sont liés à ce tourisme qui fait venir beaucoup de personnes. Alors, vous avez vu, chaos urbain à même la plage, c'est-à-dire beaucoup trop de monde. Embouteillage permanent l'été, donc on n'arrive pas, malgré les infrastructures, comme on l'a dit, notamment routières qui sont mises en place et de chemins de fer, à empêcher l'engorgement. Il y a tellement de monde qui vient, vous verrez sur le documentaire à Benidorm, c'est fois 1000. Ensuite, le terrain en front de mer a été sans limitation de hauteur ni contrainte urbanistique ou stylistique utilisé. Donc le front de mer est dégradé au niveau de son architecture. On l'a vu avec les immenses hôtels. Donc le gouvernement va essayer d'aider à réaménager ces stations balnéaires pour les rendre avec un environnement moins dégradé, parce que à terme, cet environnement dégradé nuit aussi à sa fonction première, le tourisme, puisque ayant de moins en moins d'attrait à venir, quand vous êtes à Benidorm et que vous regardez, vous voyez que des buildings, peut-être l'année prochaine, vous irez ailleurs. Donc ça va desservir la fonction même qu'au départ, ça a créée. Ça, vous le verrez clairement aussi dans les documents vidéo que je vous mets en lien. Donc ce tourisme, il peut aussi avoir des méfaits. Regardez, des méfaits, c'est-à-dire des problèmes. Dernier texte, regardez-le et dites-moi quels sont les problèmes qui sont liés au tourisme, notamment les conflits d'usage. Vous avez vu, donc première chose, les terres ne sont plus cultivées. Pourquoi? Parce que jamais un paysan ne pourra mettre dans des terres qu'il cultive autant d'argent qu'un promoteur immobilier qui va les utiliser pour fabriquer dessus un hôtel. Donc les terres sont finalement vendues et les activités, notamment très importantes agriculturelles, les activités là ne sont plus assurées. Deuxième chose, l'eau est accaparée pour les besoins des touristes, les piscines, l'arrosage des pelouses, des golfs. Donc il y a une répartition de l'eau entre l'agriculture, la culture irriguée et les installations touristiques qui est problématique.
Et dernière chose, destruction de l'environnement. Pourquoi ? Vous avez des villas à la place des anciennes forêts. Vous avez les dunes qui sont détruites pour les grands immeubles. Et toute la côte est polluée avec des routes, etc., etc. L'évacuation des eaux. Donc vous avez une problématique du tourisme. D'un côté, le tourisme est un bienfait économique. De l'autre, il a un conflit d'usage avec l'activité de l'agriculture. Autour de la denrée précieuse qu'est l'eau. Et vous avez aussi des problèmes d'aménagement du territoire, notamment avec la bétonisation. Et plus globalement, la pollution. Voilà les différents points qui sont à avoir en tête. Chaque aménagement du territoire amène autant à des points positifs. Là, le point positif du tourisme, ça veut dire le développement de l'économie. Le tourisme, comme on l'a vu, est une source importante d'emploi et va permettre l'aménagement de zones qui, auparavant, étaient des zones plutôt pauvres. Donc vous allez avoir l'enrichissement de certaines zones. Donc vous avez, comme pour toute activité humaine, à chaque fois un balancier qui est à faire entre les points positifs et les points négatifs. Les formes de tourisme qui vont être les plus complexes et amener le plus de points négatifs, c'est forcément le tourisme de masse. Vu qu'il s'adresse à une grande quantité de population. Donc là, vous avez la quadrature du cercle, hein, une situation qui est insoluble. D'un côté, les gens veulent ce tourisme de masse et en ont besoin eux-mêmes pour se délasser. Et de l'autre côté, c'est ce même tourisme de masse qui va amener à des conflits d'usage, qui va amener à une bétonisation, qui va amener à une pollution. Donc c'est un enjeu extrêmement important, notamment pour les gouvernements, pour les autorités et les pouvoirs publics, d'encadrer ce tourisme de masse afin d'en faire quelque chose qui soit d'un côté le plus attrayant possible pour développer l'économie, enrichir les zones, créer les emplois, et de l'autre côté, ne pas trop insister sur les problématiques qui sont liées au niveau de conflit avec l'agriculture, d'utilisation de l'eau, de bétonisation, de pollution. Extrêmement complexe à mettre en place. Donc comme toutes les activités humaines, vous le voyez, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a un aménagement du territoire obligatoire. L'homme transforme son territoire. Vous le voyez, hein, on a vu maintenant les zones peu peuplées. On l'a vu ensemble avant d'être confinés, hein, bien avant, avec notamment l'exemple de l'Himalaya et de ce qui s'y passait, avec une transformation du territoire. On a vu les zones touristiques, on a vu des zones industrielles. Tout ce qu'il y a à en retenir de tout ça, c'est que l'homme est l'être vivant sur Terre qui actuellement transforme le territoire jusqu'à amener des problèmes. Par exemple, le développement de l'actuelle pandémie est aussi dû à l'augmentation de la fréquence de conjonction entre des populations très très nombreuses en Asie et des zones entières d'animaux qui étaient des animaux sauvages, pas en contact avec l'homme, et qui maintenant se retrouvent en contact avec ces populations très denses. D'où le développement des virus, également, qui se transmettent à l'homme. On sait que c'est le fait d'avoir chassé de leur habitat des chauves-souris sauvages qui les a amenés à se retrouver plus proches de la population. Donc, cette transformation de la Terre par l'homme, elle est obligatoire, vu que l'homme y vit. Et de l'autre côté, c'est elle-même qui va amener à des problématiques actuelles. Comment répondre à cette question insoluble ? Comme son nom l'indique, je n'ai pas la solution. Et le fait est que les gouvernements actuellement ont cette idée en tête sans pouvoir eux-mêmes forcément trouver une solution viable à ce problème. Donc vous le voyez, hein, la géographie d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Et tous ces problèmes qui finalement sont tous entre eux liés,
dans 50 ans, quand on sera à tête froide dessus, à tête reposée, les historiens pourront en déduire justement des grandes tendances. Donc finalement, ce que vous étudiez actuellement en histoire, en géographie, vous l'étudierez dans quelque temps également aussi en histoire. La géo d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. En tout cas, voilà pour le conflit d'usage autour de l'agriculture. On a maintenant vu les aménagements du territoire pour les littoraux industriels. On les a vus aussi pour les littoraux touristiques. On continuera par la suite par un petit cours en sixième, en histoire cette fois-ci, la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite la meilleure journée possible et je vous dis prenez soin de vous.